Bonsoir à tous, dans un quart d'heure, c'est dans l'air, mais tout de suite, c'est-à-dire. François Reynard, bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Obs, écrivain. Vous publiez Historama, quand l'histoire explique l'actualité, chez Talendier. Vous analysez plusieurs faits d'actualité en les replaçant dans le contexte historique du pays. Alors, exemple, vous commencez par un chapitre sur l'isolationnisme de Donald Trump, qui se replie un petit peu sur l'Amérique, une Amérique qui est un peu lassée d'être le gendarme du monde. Mais vous expliquez très bien que c'est l'ADN des États-Unis, ça, l'isolationnisme. Oui, alors sur l'isolationnisme de Trump, il y a à dire, parce que le problème avec Trump, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il fait, parce qu'il fait une chose et son contraire. Mais en tout cas, pendant la campagne, il a dit qu'il allait être isolationniste. Et effectivement, quand on y repense, les États-Unis, quand ils sont devenus indépendants à la fin du XVIIIe siècle, et dès les premiers présidents, Washington et Jefferson, tout de suite, ils ont dit, l'idée c'était, on va créer le pays merveilleux, la démocratie parfaite, etc., la Nouvelle Jérusalem et tout ça. Ça, c'est le programme des États-Unis. Mais on va se séparer des vieilles histoires de l'Europe. On ne veut plus entendre parler. Alors, sur cet isolationnisme de base, c'est-à-dire l'Angleterre, la couronne, le roi George, on a rompu avec tout ça. On veut plus les voir, on s'en va. Là, il y avait un codicile là-dedans qui est arrivé un petit peu plus tard, à l'époque du président Monroe, dans les années 1820. Lui, il a dit, l'isolationnisme américain, enfin on ne parlait pas d'isolationnisme, enfin en tout cas, les Américains, l'Amérique doit être aux Américains, c'est-à-dire toute l'Amérique. Donc l'isolationnisme américain est allé de pair tout de suite avec l'idée, vous les Européens, venez pas mettre vos sales pattes dans les histoires de Mexique, de l'Argentine, etc. À l'époque où tous les pays sud-américains, latino-américains prenaient leur indépendance de l'Espagne. Là, c'était aux États-Unis de se mêler de ça. Mais ensuite, ce qu'il faut juste dire, c'est que les États-Unis, il y a un deuxième poids qui est très fort. Une deuxième force qui vient de la même chose, c'est on va fonder cette démocratie parfaite parce qu'on est un peuple élu de Dieu, parce qu'on est le meilleur pays du monde, etc. Donc on a un rôle à jouer dans le reste du monde. Ça, c'est le président Wilson, celui de la guerre de 14. Le président Wilson, lui, au départ, il est isolationniste. Il dit, tradition américaine, on ne veut pas aller dans la guerre de 14, ça ne nous regarde pas. Les Européens sont devenus fous, on n'a pas à y rentrer. Et puis, en 1917, on y va au nom de l'idéalisme wilsonien, c'est-à-dire ces gens sont fous, il faut qu'on arrive, qu'on vienne, qu'on mette de l'ordre, et comme ça, il n'y aura plus jamais la guerre dans le monde. Vous imaginez même, là, tout à la fin, en vous disant, et si l'Amérique n'était pas intervenue lors de la Première Guerre mondiale, ce qui était tout à fait possible, parce que vous nous avez très bien décrit l'état d'esprit américain. L'histoire aurait été toute différente, c'est-à-dire. Ah oui, alors ça c'est très intéressant. Ça c'est c'est toujours compliqué en histoire de faire de l'Uchronie, et voilà, l'histoire avec des c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, là je reprenais le texte d'un grand professeur américain, d'un grand historien américain, qui dit mais après tout, est-ce que c'était une si bonne chose que ça qu'on soit allé en 17? Donc les Américains vont en 17, pèsent d'un poids considérable, 1 million de soldats américains en 1918. Qui se battent, c'est ça qui est déterminant pour la victoire des Français et des Anglais. Il dit, si les Américains n'étaient pas allés, probablement les Allemands ont eu un avantage en 17 avec l'abandon des Russes, le fait que les Russes soient partis après la Révolution russe. Et donc, les Allemands avaient cet avantage-là. Les Français et les Anglais auraient été obligés de faire une paix, une paix à ce moment-là. Il n'y aurait pas eu de victoire nette. Voilà. Il n'y aurait pas eu d'humiliation. Ça aurait été la paix sans victoire, donc une paix sans humiliation, et probablement après, peut-être pas Hitler, etc. Puisque tout ça, c'est né largement du traité de Versailles de la fin de la guerre de 14. Alors ça, c'est de la fiction. En revanche, la menace du moment, la menace nucléaire du moment, c'est la Corée du Nord, qu'on semble pas découvrir. Mais vous dites, ça fait vous nous expliquez bien, ça n'a rien de nouveau, ça fait 70 ans que ce petit bout de territoire est le lieu d'une lutte très féroce où à tout moment, ça peut déraper. La Corée du Nord, après la guerre, c'est exactement comme l'Allemagne, c'est un pays qui est séparé en deux, parce que les Russes sont arrivés d'un côté, les Américains de l'autre. Donc il y a deux régimes qui se font face, et au moment où les Chinois, où la Chine devient communiste, la victoire de Mao en 49, là, le dictateur de Corée du Nord, il se dit, ça y est, mon temps est arrivé, je vais pouvoir envahir. Donc il envahit la Corée du Sud, pensant que les Américains ne réagiraient pas. Et effectivement, les Américains ont hésité. Et puis finalement, ils ont dit, c'est pas acceptable. On était à l'époque de la guerre froide, donc cette guerre froide, là, en Corée, elle a été une guerre chaude. Donc les Américains, immédiatement, ont envoyé, c'était même sous pavillon international, c'est même l'ONU qui est allé, il y a même des soldats français qui sont allés se battre en Corée. Cette guerre de Corée, elle a duré 3 ans, parce qu'après, les Chinois sont rentrés dans la bataille. Elle a fait 2 millions de morts. Pour nous, c'est une ligne dans un livre d'histoire. Là, c'était 2 millions ou 3 millions. Je me trompe peut-être sur le chiffre. En tout cas, c'est plusieurs millions de morts. Et en 53, finalement, ça s'est arrêté par un armistice, mais pas par un traité de paix. Il n'y a jamais eu de traité de paix en Corée du Nord. Donc cette question est toujours pendante, avec
toujours la géopolitique d'aujourd'hui, hein, la ligne de force très forte, qui est là, à l'époque, c'était monde communiste versus monde capitaliste, versus les États-Unis. Aujourd'hui, c'est les États-Unis contre la Chine. La Chine ne veut pas voir les Américains qui montent en Corée du Nord parce qu'elle les aurait trop près de sa frontière. Elle veut un tampon. Et les Japonais ne veulent pas voir les Chinois sur la mer en face du Japon parce qu'ils les auront en face. Et voilà. Et peut-être, enfin j'espère pas, mais peut-être qu'il y aura une guerre à ce moment-là. Alors, autre sujet d'actualité que vous remettez parfaitement dans le contexte, alors dans un contexte très historique, c'est Jérusalem, puisqu'on sait que Donald Trump vient de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais enfin, là, pour le coup, vous commencez votre chapitre en disant Jérusalem est la capitale du royaume d'Israël depuis 3000 ans, depuis le roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc là, il ne se trompe pas historiquement, quand même, Donald Trump. Il a 3000 ans d'histoire derrière lui. Alors, si vous voulez, là, on est sur une question très sensible. Parce que cette je question le dis en historique. plaisantant, Non, mais vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Là, le côté, on est là depuis 3000 ans, c'est ce que Netanyahou répète tout le temps. Sauf que c'est une évidence historique absolue que le judaïsme est lié à Jérusalem, c'est évident. Hein. Le roi David, c'est le premier qui fait sa capitale à Jérusalem. Salomon, son fils, c'est celui qui construit le premier temple de Jérusalem. Il va être détruit par les Babyloniens, puis reconstruit, etc. Donc le judaïsme est lié. Mais, ce qui est une autre évidence, c'est le succès paradoxal du judaïsme. C'est le judaïsme, à la fois, c'est la religion du peuple juif, et en même temps, c'est une souche qui a donné deux autres grandes religions qui sont filles du judaïsme. Le christianisme, ça, tout le monde en Occident le sait, hein, Jésus était juif, bien sûr, mais aussi ce que les Occidentaux ignorent, l'islam. On le sait, oui. Abraham, c'est Ibrahim. C'est une religion abrahamique. Mahomet, c'est quelqu'un qui, le Dieu de Mahomet, Allah, c'est le nom arabe de Dieu, mais c'est le même Dieu que celui des Juifs et celui des chrétiens. Donc toute la question de Jérusalem est là, c'est ces trois monothéismes. Si vous voulez, si le pays était partagé entre des confucianistes et des chrétiens, ça ne poserait pas les mêmes problèmes. Là, c'est que la souche est la même. La racine de trois religions. Et ça se matérialise à Jérusalem sur cet endroit incroyable qui est le mont du Temple, hein, au pied du mont du Temple. Il y a le mur des lamentations, comme on dit en français, sur lequel vont pleurer les Juifs. C'était le dernier mur de soutènement du Temple qui a été détruit par les Romains. Et au-dessus, il y a une esplanade sur laquelle il y a les mosquées qui ont été construites par révérence à ce temple. C'est la même religion. Et à côté, le Saint-Sépulcre. Et juste à côté, à 100 mètres, le Saint-Sépulcre, là où le Christ est mort. Alors, on va passer à des choses plus anecdotiques, parce qu'il y en a dans votre livre aussi très amusantes. Les embouteillages à Paris. On nous dit que c'est Anne Hidalgo qui les a inventés. Alors là, vous vous érigez en faux. Je pense que tous les gens qui ont vécu la journée d'hier savent de quoi on parle avec les embouteillages à Paris. Hier, c'était bloqué. Voilà. Eh bien, effectivement, les embouteillages à Paris, c'est une vieille histoire. Et je citais par plaisanterie la première conséquence tragique des embouteillages à Paris, c'est l'assassinat de Henri IV. Parce que Henri IV, il allait voir son pauvre ministre Sully qui était malade. Il était dans une rue, je ne sais plus laquelle c'est, dans le centre de Paris. Et Ravaillac a profité du fait qu'il y ait un embarras de charrettes, comme on disait à l'époque, qui étaient bloquées. Et c'est ça qui a bloqué le carrosse royal. Et c'est comme ça que Ravaillac a pu monter le tiret. Bon, ça, évidemment, c'était un embouteillage de l'époque. Mais effectivement, la thématique de ce qu'on appelait au XVIIe siècle, hein, l'époque le siècle de l'assassinat d'Henri IV, les embarras de Paris, c'est un topos, comme on dit chic. C'est un lieu commun de la littérature. Tout le monde fait des plaisanteries là-dessus. À la fin du XIXe siècle, écrit Jean Favier, il arrive qu'au grand carrefour, les véhicules fassent du surplace pendant des heures entières. Oui, et quand Jean Favier... Anne Hidalgo n'a rien inventé. Tout à fait. Et quand Jean Favier dit ça, il parle du monde de l'époque du XIXe siècle, de Haussmann, mais avant l'automobile. Et avec l'automobile, c'est pire. À la fin du XIXe siècle, c'est carrément vertigineux. Mais on a tort de dire Anne Hidalgo, parce que la ville la plus embouteillée de France, c'est... Ah oui, du monde. Non, mais en ce moment, en France, c'est Marseille qui est devant. Ah. La première française, Marseille, 18. Ah non, Marseille 18e, Paris n'arrive pas. Oui, parce que la première mondiale, c'est Mexico. Là, voilà. Allez passer vos vacances à Mexico, vous verrez ce que c'est. Un mot, le retour du poil en politique. Vous avez un petit chapitre là-dessus, parce qu'on commence à le voir maintenant. On a Édouard Philippe, qui est un barbu, et ça, c'est nouveau, voilà, mais... C'est l'exception qui confirme ma règle ou qui infirme ma règle, je ne sais pas. En tout cas, je remarquais cette chose-là à l'époque de la présidentielle. Hein, sur tous les candidats, il y avait une femme, bien sûr, la question ne se pose pas, mais sur tous les hommes, ils étaient tous glabres. Et quand on regarde les galeries de nos présidents de notre République, ils sont tous... Jules Ferry, c'était extraordinaire, là, les rouflaquettes, je ne sais plus comment on appelle ça, les favoris, où ils étaient tous barbus, ils avaient tous du poil, etc. Et donc, dans l'histoire
l'histoire comme ça, c'est amusant de voir qu'il y a des up and down, il y a des tendances et des contre-tendances. Par exemple, le premier qui a amené la barbe chez les rois de France, c'est François Ier. Il avait une balafre parce qu'il s'était brûlé. Mode italienne, dites-vous. Alors, mode italienne, on disait ça à l'époque. Puis après, c'était l'homme civilisé, bien rasé. Effectivement, et par exemple, Louis XIV, qui n'était pas moins viril que François Ier, enfin, si on en juge par l'étendue de ses conquêtes à tous les points de vue, eh bien, lui, il n'avait pas de barbe parce qu'à ce moment-là, ça ne se faisait plus. Sous la Troisième République, on refait la barbe parce qu'il faut être la nomination virile, etc. Et puis aujourd'hui, on n'en a plus. Voilà, la grande et la petite histoire revisitée par François Reinhardt. C'est dans ce livre Historama, quand l'histoire explique l'actualité. Merci beaucoup. Merci, chez Talandier. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.